Hallo zusammen und willkommen zurück auf Neutrality Bonjour à Studies. toutes et à Heute wieder tous mal auf Deutsch. et bienvenue à Ich nouveau rede mit dans meinen Neutrality zwei Studies. heutigen Kollegen, Aujourd'hui, à nouveau en Frau allemand, Sarah car je Lucia parle avec deux collègues Asselrösing allemands, und Herr Volker Madame Rösing. Sarah Lucia Beide Asselrösing zusammen sind et Monsieur Volker Rösing. Menschenrechtsaktivisten und Tous deux sont des Menschenrechtsverteidiger, militants die et in den défenseurs des letzten droits humains 25 qui, Jahren depuis 25 von ans, zu Hause aus s'engagent depuis sich chez eux für pour la défense des droits de l'homme, Menschenrechte stark dans des gemacht domaines haben très in variés. verschiedensten Themen. Und heute Aujourd'hui, wollen wir nous uns allons principalement mehr parler über des sanctions die imposées von der par l'Union EU européenne, Sanktionen unterhalten, mais aber aussi ganz plus generell généralement darüber, de was ce que denn les gens eigentlich peuvent faire chez eux Leute zu pour Hause s'engager tun en faveur des können, um droits sich für humains. Menschenrechte einzusetzen. Sarah, Volker, Sarah, bienvenue. Volker, Merci de nous willkommen. recevoir. Je suis très Danke, heureux dass wir que vous da ayez sein pris dürfen. contact avec moi, Es freut mich car vous sehr, êtes depuis dass longtemps ihr dans le mit mir métier, Kontakt aufgenommen habt c'est-à-dire dans und cet ihr engagement seid schon désintéressé so pour les lange droits humains. im Business Pourriez-vous dabei, nous donner diesem, brièvement un aperçu des domaines dans lesquels vous avez déjà Einsatz für travaillé Menschenrechte? et de Könnt la ihr uns manière kurz dont vous vous engagez geben, pour les droits de in l'homme? welchen Bereichen ihr denn schon überall gearbeitet habt und wie ihr so für Menschenrechte arbeitet? Ja, das Ganze ist ehrenamtlich, dann ist noch wichtig, Oui, tout cela est Menschenrechtsverteidiger ist ein bénévole. vornehmer Begriff der Ensuite, UNO. il est important de Also préciser, 1953 défenseur des droits de l'homme est un terme noble employé par l'ONU, issu de la résolution 53-144, dans laquelle les États membres de l'Assemblée générale des Nations unies se sont engagés à ne jamais recourir à l'arbitraire contre des personnes simplement parce qu'elles défendent les droits humains. C'est aussi quelque chose que nous recommanderions à des personnes comme Jacques Both. Quiconque s'engage courageusement pour les droits de l'homme devrait au moins mentionner cette résolution de temps en temps dans ses textes. C'est aussi une forme de dissuasion. Nous et d'autres en avons fait de bonnes expériences. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Cela va de soi. Quant à notre engagement, d'une part, nous avons déposé des recours constitutionnels et d'autre part, nous avons fait du lobbying, en ce sens que nous avons écrit des lettres aux décideurs. Nous avons déposé des plaintes auprès de la Cour pénale internationale, introduit des recours constitutionnels et contribué à des rapports parallèles pour des ONG de défense des droits humains auprès de l'ONU. Les recours constitutionnels portaient sur 4 ensembles de questions. Le premier concernait le traité de Lisbonne. Il s'agissait de la hiérarchie de l'ordre juridique. Autrement dit, de savoir s'il était acceptable que le droit de l'Union européenne prime sur tout le reste. On voulait alors inscrire cela pour la première fois dans le droit européen, ce qui contrevient évidemment aux prétentions hiérarchiques de l'ordre constitutionnel, de la Charte des Nations unies, des droits humains universels et d'autres normes impératives du droit international. Ensuite, il était question d'une disposition relative à la privatisation fonctionnelle des missions régaliennes. Autrement dit, que tout ce qui n'est pas élu soit confié à des entreprises privées, comme le veut l'idéologie néolibérale. Il faudrait alors préciser que des règlements flexibles pour les interventions militaires dans le monde entier au nom de l'intervention humanitaire ont été créés par le groupe de réflexion Carnegie Endowment for International Peace en 1992, dans l'étude intitulée Self-Determination in the New World Order. C'est à ce moment-là qu'une telle organisation a été intégrée pour la première fois dans le droit primaire. Il faut bien sûr en limiter la portée. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé le recours contre le traité de Lisbonne. Il s'agissait de la loi d'approbation du traité de Lisbonne en Allemagne. Puis est venu le MES. Il s'agissait essentiellement de savoir comment gérer une faillite d'État. Normalement, on penserait à un règlement équitable dans le pays débiteur, fondé sur les droits fondamentaux et les droits humains qui y sont en vigueur. Le MES prévoit tout autre chose, sur le modèle du FMI, réduction du social, et bien sûr, une deuxième tentative d'imposer la privatisation de la fonction publique. Ensuite, nous avons déposé un recours concernant le règlement général sur la protection des données, directement contre le règlement, ce qui n'est normalement pas possible en principe. Mais la Cour constitutionnelle intervient lorsque l'UEMR dépasse ses compétences. Et nous avons démontré ce dépassement de compétences.
Nous avons également déposé un recours à propos de l'intervention de la Bundeswehr en Syrie, car elle viole la dignité humaine et le principe de paix, et parce qu'elle comporte à nouveau des dépassements de compétences, y compris en ce qui concerne le droit de vote équivalent à un droit fondamental. Sur ce point, il nous a été donné raison sur des aspects essentiels de ce que nous avions soutenu dans l'arrêt de Lisbonne. Cependant, ils ont glissé la réponse dans l'arrêt de Lisbonne, qui portait formellement sur les recours de M. Goweiler et de la gauche, lesquels avaient également déposé des plaintes recevables. Nous avons pu participer à des rapports parallèles au sein d'une association pour les personnes intersexes. Il s'agissait toujours du droit humain à la santé. Cela inclut le consentement éclairé. C'est le patient qui décide lui-même, après avoir été correctement informé, et non les parents lorsqu'il ne s'agit pas d'une urgence. Lorsqu'une personne n'est pas clairement identifiable comme garçon ou fille sur le plan physique, ne pourrait-on pas, dans ce cas, attendre et demander à la personne elle-même si elle souhaite une opération de réassignation? On le doit même, car autrement, ce serait une atteinte à l'intégrité physique et à la santé. Et nous avons largement contribué au rapport parallèle pour le ZAV qui portait sur les mesures liées au coronavirus en Allemagne. Mais bien sûr, la dimension mondiale a toujours été prise en compte afin de montrer l'ampleur des violations des droits humains, du travail affecté par les confinements jusqu'à la santé, en particulier celle de toutes les personnes dont la santé a été détruite par l'ensemble des mesures, des chocs et tout le reste. Et les lettres que nous avons adressées aux décideurs concernaient notamment l'habilitation de l'OMS dans le cadre du règlement sanitaire international. Elle devait également recevoir une habilitation en matière de climat. Il était envisagé d'introduire des confinements climatiques et de contraindre toutes les personnes de plus de 60 ans, ainsi que celles travaillant dans le secteur de la santé, à se faire vacciner contre le coronavirus. Et si, Lieber Volker, du redest wie ein D-Zug, aber Cher Volker, tu parles à toute vitesse, mais comme on dit en anglais, in a nutshell. Donc, pour résumer, ou en bref, vous travaillez depuis 25 ans avec différents instruments pour vous faire entendre, soit à travers des rapports auxquels vous contribuez, soit par le biais de recours en justice. Ces recours, faut-il être avocat pour cela? L'un de vous deux est-il avocat? Comment faites-vous pour simplement attaquer l'État en justice? Pour les recours constitutionnels, il n'est pas nécessaire de remplir des conditions professionnelles pour les procédures écrites. En revanche, lors de l'audience orale, il faut soit être représenté par un avocat, soit par un professeur de droit, soit obtenir une autorisation exceptionnelle. Nous n'en sommes encore jamais arrivés à une audience orale, car la Cour constitutionnelle s'est toujours dérobée au travail, sauf dans l'affaire de Lisbonne. À chaque fois, elle a donné des signaux indiquant comment les choses devraient se dérouler. Et dans l'arrêt de Lisbonne, elle a d'ailleurs statué dans notre sens, du moins en grande partie. Les parties intangibles de la loi fondamentale constituent le droit suprême en Allemagne, et non les traités de l'Union européenne. Quant à l'interdiction de la guerre d'agression, elle ne l'a malheureusement pas évoquée, mais elle a, par tous les autres moyens qu'elle a trouvés, imposé des limites sur la base de la loi fondamentale aux dispositions floues du droit européen en matière de guerre. Et ils ont expressément souligné le monopole étatique de la violence, bloquant ainsi toute délégation à des acteurs privés dans le service public, c'est-à-dire les tribunaux militaires intensifs, tout ce qui n'est pas directement élu. Et cela a eu un effet psychologique qui a conduit à un fort ralentissement de cette braderie des prérogatives souveraines dans les autres États membres également. Attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Mais cela ne s'est pas retrouvé dans les commentaires juridiques,
parce qu'il l'avait discrètement intégré ailleurs, chez quelqu'un d'autre, puisque ce n'était pas inclus dans sa plainte. Et ce que nous avons aussi fait, ce sont des plaintes pénales, notamment à propos de la Grèce, parce qu'on leur a imposé des coupes budgétaires qui ont détruit leur système de santé. Et pour ce qui est de la Troïka, bien que l'ONU dise, texte numéro 32, observation générale numéro 14 sur le droit à la santé, lorsqu'un État fait faillite, il faut faire des économies dans le domaine de la santé en dernier, et non en premier. Et beaucoup de personnes ont subi des atteintes à leur santé, certaines en sont même mortes à l'époque. Cela n'a pas conduit à une procédure, car nous n'avions pas recueilli suffisamment de témoignages de personnes gravement atteintes pour y parvenir, pour prouver l'ampleur du phénomène. Concernant le coronavirus, les mesures ont tout de même été réduites à l'échelle mondiale. La Cour pénale internationale a de nouveau joué un rôle dissuasif, mais cette fois à l'échelle mondiale. Cela signifie qu'en matière de prévention et de limitation des dangers, mais pas encore pour l'ouverture d'une procédure pénale, nous avons déjà un effet global. En ce qui concerne l'éducation liée au coronavirus, nous ne sommes pas seuls. Nous recevons déjà le soutien d'autres personnes, mais nous deux, nous nous exposons publiquement. Vous montrez votre visage. Vous rédigez ces écrits et ces annonces. Vous allez en justice et vous portez plainte. Il est, je crois, important de savoir que tout citoyen peut le faire. Être défenseur des droits humains, c'est une appellation générale pour les personnes qui s'engagent en faveur des droits de l'homme. Maintenant, si l'on aborde la question des sanctions, c'est-à-dire ces sanctions de l'UMLEA contre des individus, mais aussi contre des organisations, que pouvez-vous nous en dire? Par où faut-il commencer pour comprendre de quoi il s'agit? Et que peut-on faire pour défendre les droits humains de personnes comme Jacques Baud, Nathalie Jamp et Hüseyin Doglu? J'aimerais d'abord énumérer brièvement les approches que nous voyons, puis les examiner de plus près. Donc, premièrement, dévoiler l'idéologie qui se cache derrière. Ensuite, il est important d'intenter une action en justice, dans le cadre juridique de l'UMEMER, puisque ces mesures sont également imposées dans l'espace juridique européen. Puis, utiliser les droits humains universels, mots-clés, rapporteurs spéciaux de l'ONU, rendre les choses visibles et les dénoncer à l'échelle mondiale. Ensuite, se poser la question de savoir s'il faut, également au sein de l'ONU, demander un avis consultatif à la CIJ. Et cela sur la question de la manière dont il faut délimiter cela du point de vue des droits humains afin de garantir que le traité de l'UMERA ne devienne pas caduc à cause de ses dispositions et modifications. Peux-tu préciser cela? Donc la CIJ, c'est la Cour pénale internationale? Non, c'est la Cour internationale de justice. Et devant la Cour pénale internationale, la question se pose de savoir s'il s'agit d'un crime contre l'humanité. Et oui, j'aimerais commencer par l'idéologie. Il existe cette idéologie de la menace hybride. Et en 2017, un groupe de réflexion a été créé. Formellement, c'est une organisation de droit privé. Des États membres de l'UOM et de l'OTAN y participent, bien sûr, avec le soutien des institutions de l'UMLOM et de l'OTAN. Il s'agit de lutter contre les récits et la propagande russe. Et la question se pose alors de savoir jusqu'où on veut aller. Le modèle, ce sont ces listes de poursuites en Ukraine. Il y a là-bas différentes organisations. Certaines vont jusqu'à dire qu'il faudrait tuer des gens. Ceux dont nous parlons ne vont pas aussi loin. Clairement pas. Les réactions de l'UEPMERA ou de ce groupe de réflexion ne vont pas jusqu'à suggérer qu'il faudrait éliminer physiquement des ennemis internes. Absolument pas. Mais jusqu'où vont-ils? Nous avons trouvé un document qu'ils ont publié en janvier 2024. Il s'intitule « How Ukraine Fights Russian Disinformation, Beehive versus Mammoth ». Autrement dit,
comment l'Ukraine combat la désinformation russe, la ruche contre le mammouth. Et là, ils présentent différentes leçons. C'est ainsi qu'ils appellent les chapitres. Dans la leçon 6, ils expliquent qu'ils veulent bien sûr discréditer les personnes qui diffuseraient cette propagande, mais aussi les ruiner financièrement, c'est-à-dire que ces gens perdent leur emploi, que leur entreprise n'ait plus de clients, et même les criminaliser en créant un droit pénal spécifique pour y parvenir. Et nous voyons maintenant qu'on accuse certaines personnes de diffuser une propagande russe particulièrement grave. Dass sie ganz schlimme russische Propaganda machen würden. Ein Jack Boot äußert sich ja relativ ausgewogen. Un jackboot s'exprime de manière plutôt équilibrée. Pourtant, on le lui reproche. Et ensuite, on impose des sanctions plus profondes que les autres interventions du droit pénal, sans une procédure correspondante et longue, comme on la connaît en droit pénal, avec les garanties procédurales nécessaires lui permettant de s'exprimer suffisamment au préalable. Ainsi, dans ses effets, cela revient à une sorte de droit pénal de substitution et à quelque chose qui peut même conduire des gens à mourir de faim. Et cela viole de nombreux droits humains, en particulier l'interdiction de priver les gens de tout droit, ce qu'on appelait autrefois la mort civile. Dans l'ancien royaume de Prusse, on appelait cela ainsi, ou proscription, ou encore mettre au banc. Pense à Martin Luther. C'est interdit par l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme est contraignante pour tous ceux qui adhèrent à l'ONU. En effet, on ne peut pas entrer à l'ONU sans la signer. Et c'est la concrétisation de l'article 1, paragraphe 3 de la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est également reprise à l'article 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela constitue donc déjà une violation. Ensuite, il y a toutes les règles fondamentales des droits de l'homme qui, sur le plan procédural, exigent qu'on soit entendu, qu'on ait accès à un recours juridique. Et bien sûr, cela va aussi à l'encontre du droit à l'alimentation, au logement, lorsque l'on ne peut plus payer ces choses. Mais essentiellement, ce droit est inscrit à l'ONU pour tous les États. On ne doit pas rendre quelqu'un hors la loi. Et c'est précisément ce qu'ils font ici. Pardon, c'est bon? Je viens si c'est nécessaire. Oui, et j'aimerais dire quelque chose sur la hiérarchie de l'ordre juridique, ce qui est très important. Beaucoup de gens, surtout ceux qui travaillent habituellement avec le droit de l'Union mineure, affirment que le droit de l'Union primerait sur tout autre droit pour tous les États membres de l'UE. Mais cela n'est vrai que du point de vue du droit européen. Et il est important de comprendre cela pour saisir, lorsque j'aborderai dans un instant la question de la nullité, comment on peut aussi exercer une pression sur l'Union européenne à travers le droit de l'ONU et la Convention de Vienne sur le droit des traités, afin de limiter le système de sanctions du point de vue des droits humains, de sorte qu'il ne viole plus les droits fondamentaux. Autrement dit, qu'il ne soit pas plus dangereux que le droit pénal ordinaire, mis à part le fait que les seuils d'intervention sont bas, mais qu'ils ne conduisent plus à priver les gens de tout droit. Donc, du point de vue de l'ONU, la situation est relativement claire. Et ce qui ne fait absolument aucun doute, c'est que les ordres constitutionnels priment sur les lois ordinaires au niveau national. C'est logique, puisqu'ils englobent aussi le pouvoir législatif. Et tout le droit international prime sur les lois ordinaires, voire l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les lois nationales ne sont pas une excuse pour ne pas appliquer les obligations internationales. Mais ensuite, la question du rapport entre le droit international et l'ordre constitutionnel. Avant 1964, tout cela était bien plus clair. Nous avions la Charte des Nations Unies, qui affirme que les États sont souverains. Et cela n'est possible que si l'ONU, avec sa propre charte, se place elle-même sous l'ordre constitutionnel des États. Et puis la Charte des Nations Unies dit à l'article 103, « Moi,
la Charte des Nations Unies, je suis le traité international suprême. Et ensuite, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui affirme que chaque être humain a un droit dans son article 28. Et elle est contraignante, puisqu'elle constitue un appendice adopté 3 ans après la Charte des Nations Unies, afin de donner vie à l'article 1, paragraphe 3. Alors, quels sont les droits de l'homme qui relèvent de cet objectif des droits humains? L'article 28 stipule que toute personne a droit à un ordre social et international dans lequel les droits de l'homme peuvent être pleinement réalisés. Cela signifie que les autres branches du droit international doivent s'y adapter. Et à l'article 29, numéro 3, il est indiqué que les droits de l'homme de l'ONU ne doivent pas être utilisés à l'encontre de la Charte des Nations Unies. Quelle est la logique? La paix mondiale est encore plus importante. La paix en général est encore plus importante que les droits de l'homme. Pas de guerre au nom des droits de l'homme. Telle est la logique qui sous-tend cela. Et il existe un avis consultatif de la CIJ du 8 juillet 1996. À l'époque, ils se sont penchés sur la question de savoir si l'on pouvait dissuader avec des armes nucléaires, oui, et si l'on pouvait les utiliser. Là, ils n'étaient pas d'accord. Peut-être s'agissait-il d'un effet destructeur, peut-être pas. Ils ont donc dû déterminer quel droit possédait un rang suffisamment élevé pour servir de référence. Et ils ont déclaré que, outre la Charte des Nations Unies, les droits de l'homme de l'ONU, le droit pénal international, ainsi que les conventions de Genève et de La Haye relatives au droit international humanitaire de la guerre, en faisaient partie, c'est-à-dire les droits des civils et des non-combattants en temps de guerre. Les conventions de La Haye, qui prévoient une protection limitée des droits de l'homme pour les soldats, ont également un rang élevé. C'est pourquoi l'article 28 AMR a été confirmé une nouvelle fois avec ce rang élevé. Ainsi, tout le reste du droit international est, du point de vue de l'ONU, pratiquement subordonné à ces normes. Et maintenant, voilà que l'UMMO entre en scène. En 1964, dans l'affaire Costa contre Enel, la Cour de justice de l'Union européenne décide, sans base juridique et sans compétence pour le faire, qu'on pourrait bien oublier la CEE si le droit communautaire ne primait pas sur tout droit national. Au départ, cela ne concernait que le traité CEE, pas le traité UEWR qui devait être au-dessus. Et les gens ont applaudi, alors même que l'UNMWR n'avait aucune base juridique pour cela. Pur arbitraire. Puis, en 2009, est arrivé le traité de Lisbonne. Il a renommé le traité CE et le traité UPMA et a inscrit cela dans les articles 1 et 51, ainsi que dans la déclaration 17 en annexe. Là se trouvent les bases juridiques, selon lesquelles, du point de vue du droit de l'UMMR, celui-ci prévaut désormais effectivement sur l'ordre constitutionnel des États membres. Puis-je intervenir un instant? Ce que tu expliques ici est très très important et essentiel. Ces différents domaines du droit, la question que chaque tribunal doit trancher, c'est de savoir s'il est compétent et quel domaine du droit prévaut. Et ce que tu as exposé à propos de la Charte des Nations Unies est tout à fait juste. Donc, si l'on imagine le droit international comme une pyramide, tout en haut se trouve la Charte de l'ONU et en dessous, les droits de l'homme. Beaucoup de gens l'ignorent. Les droits de l'homme n'existent que depuis 1945 à 1948. Avant cela, le droit international public était le droit entre les États. Depuis 1945, nous avons précisé cela au cours des 80 dernières années. Le droit international s'applique aussi aux individus, que ceux-ci peuvent faire valoir leurs droits sur le plan international en tant que droits humains. Et c'est tout à fait essentiel, ce que tu dis là. Et oui, l'Union européenne affirme ici simplement une prétention au pouvoir, dire que notre droit, le droit de lui-même, prime sur le droit constitutionnel des États. Mais ce que tu dis maintenant, c'est « Oh, mais cela entre en conflit avec la Charte. » Et en effet, cela entre en conflit.
Es beißt sich auch bei bestimmten verfassungsmäßigen Ordnungen. Cela entre également en conflit avec certains ordres constitutionnels. La Constitution polonaise stipule très clairement qu'elle constitue la loi suprême en Pologne. Et la loi fondamentale allemande a été adaptée dans les années 90 à cette question juridique. Costa contre Enel, la jurisprudence constante sans base légale de la CJUE. Et l'on a alors précisé de manière un peu compliquée, à l'article 23, que les traités de l'UMAPING, c'est-à-dire uniquement les traités fondamentaux, et non les directives ou règlements, etc. Et c'est dans ce sens que l'arrêt de Lisbonne a été rendu. Et la question de la hiérarchie n'a été soulevée que par notre recours. Die Rangfrage hat nur unsere Klage gestellt, 2 BVR 1958 aus 08. 2 BVR 1958-08. On trouve dans le point 4 du sommaire qu'il protège l'identité constitutionnelle. Et ici, ils ont précisé qu'il s'agit des droits fondamentaux et des principes structurels, donc de tout ce qui est directement ou indirectement protégé par la clause d'éternité, l'article 69, paragraphe 3. Au paragraphe 2-7 et 2-18, ils sont allés un peu plus en détail. Ils ont également indiqué, cela paraît un peu complexe dans le point 3 du sommaire, qu'il doit rester suffisamment de place pour les droits humains universels lors de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Ils ne se sont pas vraiment penchés sur la question de la hiérarchie. Ils ont simplement dit qu'il devait y avoir assez d'espace pour cela. Haben nur gesagt, dafür muss genug Platz bleiben. Und sie haben gesagt, die Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Et ils ont dit que la politique étrangère et de sécurité de l'UMA Remember devait rester au niveau du droit international ordinaire, donc en dessous de la Charte des Nations Unies, afin qu'on ne puisse pas contourner l'interdiction de la guerre d'agression. Mais ils ne l'ont pas expliqué davantage. Et ils ont également confirmé l'existence de l'obligation de paix, à l'article 1, paragraphe 2, mais sans préciser jusqu'où elle s'étend, ni ce qu'elle implique. Et nous avions soutenu qu'il s'agissait d'un 5e principe structurel, encore inaperçu. Nous avons dit non, ce n'est pas un principe structurel. C'est pratiquement au 2e rang, avec le mandat constitutionnel d'intégration européenne, c'est-à-dire l'obligation fondamentale d'être membre de l'UBML, issue de l'article 23 de la loi fondamentale. Et ensuite vient le droit primaire de l'UMEMBER. Und dann kommt das EU-Primärrecht. Mais avec une différence, où est-il écrit que le principe de paix est dans la garantie d'éternité? Also voll unantastbar ist. Donc, c'est tout à fait intangible. Cela a donc un peu plus de poids, mais pas autant que les droits fondamentaux et les principes structurels. Cela va bien au-delà d'une simple interdiction de guerre d'agression. On y parvient toutefois qu'en se référant à l'interprétation historique du Conseil parlementaire et au discours de l'espoir de Stuttgart qui l'a inspiré. Was das inspiriert hat. Gehen wir wieder zurück auf die Sanktionsfrage, denn Revenons à la question des sanctions. Car ce que vous venez d'exposer ici, c'est que la question n'est en aucun cas réglée et que vous pouvez aussi démontrer devant un tribunal qu'il existe effectivement une marge de manœuvre pour dire non, non, non. D'ailleurs, le droit des États membres peut, dans certaines circonstances, réellement primer sur le droit de l'Union européenne. En quoi, selon vous, cela est-il pertinent pour la Caisse savoir comment des personnes comme Jean-Claude, Leute wie Jean-Claude eine Sanktion gehen sollen. Nous avons posé une question ici. Vous aviez demandé si la Suisse pouvait faire quelque chose, par exemple au moyen d'une initiative populaire. Oui, elle le peut. On pourrait donc organiser un référendum pour savoir si cette disposition du droit de l'UPR, l'article 215 du traité sur l'Union européenne, est nulle. Et ce, en chargeant le gouvernement suisse de présenter à l'Assemblée générale de l'ONU une demande visant à établir un avis juridique afin de déterminer si cette disposition est nulle ou si elle doit être limitée. Zur Feststellung, ob das nichtig ist oder ob es eingegrenzt werden muss. Ich würde gerne erläutern, die Nichtigkeit. Je voudrais expliquer ceci. La nullité concerne l'ensemble du traité. Et si le traité de l'UME était nul, l'Union européenne serait largement paralysée. Cela créerait une énorme pression, ne serait-ce qu'à travers le débat public. Pour que le gouvernement suisse le mette ensuite effectivement en œuvre,
Il faudrait bien sûr préciser dans le texte de la votation populaire la formulation exacte de la question d'expertise et les droits humains universels concrets à mentionner, c'est-à-dire le degré de protection nécessaire pour exclure la conséquence de nullité. La disposition qui peut entraîner la nullité de traités entiers lorsqu'ils sont incompatibles avec le droit international impératif, ce qui inclut les droits de l'homme de l'ONU, et l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Pour obtenir un avis consultatif de la CIJ, il faut une majorité à l'Assemblée générale. Un seul État, un seul gouvernement peut en faire la demande. Cela exercerait une pression maximale pour en limiter la portée sur le plan des droits humains. Mais c'est un processus lent. Il faut aussi des mesures pour aider rapidement les personnes concernées. Je répète, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Épelle à nouveau toute l'idée. Donc, le peuple suisse pourrait, par une initiative populaire, exiger, si elle aboutit, ce qui est déjà en soi un processus de 4 ou 5 ans, mais il pourrait dire, d'accord, le gouvernement suisse doit maintenant présenter une demande à l'Assemblée générale de l'ONU. Qui ferait quoi ensuite? Redis-le encore une fois. Oui, que l'Assemblée générale vote pour charger la Cour internationale de justice de l'ONU d'établir un avis consultatif. Dans quelle mesure ces sanctions de l'UNOMER doivent-elles être précisément limitées afin de ne pas violer certains droits humains universels? Par exemple, le droit de ne pas être mis au ban, l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou encore le droit à l'alimentation, à la santé, au logement, à tout ce qui est violé ici, afin de garantir aucune nullité du traité de Ludo-Miller ne puisse découler de l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du fait que cet article 215 du traité de Ludo-Miller serait incompatible avec celui-ci. Il existe en effet 5 principes d'interprétation, et l'application concrète de ces dispositions de sanctions issues de l'article 215 du traité sur l'UNOPERA se fait en violation manifeste des droits humains de l'ONU. Le texte lui-même ne le précise pas, et il existe donc une marge d'interprétation pour en limiter la portée. Et la CIJ elle-même a déclaré, je crois que c'était dans un arrêt de 1957 concernant un territoire indien, qu'une exigence impérative de limitation conforme aux droits humains ou au jus cogens prime toujours sur la constatation de nullité. Nous ne voulons pas paralyser l'UNOPER, mais exercer une forte pression afin qu'elle soit contrainte, d'un point de vue des droits humains, du moins en ce qui concerne les droits de l'homme de l'ONU, à restreindre le droit de sanction, à rendre les sanctions plus humaines, y compris bien sûr la garantie d'un recours juridique. Cela atténuerait considérablement la situation, et le simple fait d'ouvrir le débat public inciterait déjà l'UNOMER à faire preuve de modération. Nous avons déjà connu cela dans d'autres cas où nous avons contribué à lancer de telles discussions. Je dois ajouter très brièvement quelque chose de vraiment important. Il y aurait certainement une majorité à l'Assemblée générale de l'ONU en faveur de cette proposition, car de nombreux États sont également touchés par ces sanctions. Et ce serait un signal énorme. Et il y a de nombreux États qui souffrent des conditions de crédit imposées par le FMI et la Banque mondiale, qui sont si dures. Et lorsqu'on fixe des limites de sanctions, le FMI et la Banque mondiale considéreront la prochaine étape logique comme une limite juridique. C'est pourquoi une majorité le voudra. Il faut qu'un gouvernement ait enfin le courage de le faire. Et le point est le suivant. Il existe le groupe des amis de la Charte des Nations Unies. C'est le groupe le plus touché par ces sanctions. Peu importe qu'il s'agisse des États-Unis ou de l'Europe. Ce sont eux qui en souffrent le plus. Ils seraient donc des alliés naturels. Et tous les pays en développement, c'est-à-dire le Sud global, y trouvent certainement aussi un intérêt.
ist da mit Sicherheit auch dran interessiert. Genau, ich muss hier einfach ganz kurz noch anfügen für die Leute. Je dois simplement ajouter très brièvement quelque chose ici. Pour les personnes qui ne se rendent pas compte de la manière dont fonctionne réellement l'appareil des droits humains. En grande partie, il ne s'agit pas de dire « le droit humain l'emporte toujours ». Il s'agit de le faire valoir. Il s'agit de le revendiquer. Il s'agit de créer une pression politique à travers les discours et les revendications en matière de droits humains devant ces tribunaux. Et ce que vous dites ici, et je trouve cela très bien, est une idée extrêmement créative pour exercer une pression. Il ne s'agit pas seulement de sanctions de l'UMEWA, mais aussi de sanctions américaines. Par exemple, contre des personnes comme Francesca Albanese ou contre des membres de la Cour pénale internationale, qui restreignent les droits humains de ces personnes d'une manière très similaire. La question est donc maintenant, comment pourrions-nous, de manière créative, exercer une pression par le biais de l'Assemblée générale de l'ONU, car celle-ci n'est pas sous le contrôle des États-Unis. Il suffit qu'un État le veuille. Pour demander un avis, cet État n'a pas besoin d'être lui-même concerné. Ce n'est pas obligé d'être la Suisse ni la Belgique. Cela peut être n'importe quel État du monde dont le gouvernement a ce courage. Supposons donc que je demande à notre bon collègue, M. Évariste Bartolo, ancien ministre des Affaires étrangères de Malte, s'il ne se trouverait pas suffisamment de personnes à Malte, si le gouvernement maltais ne serait pas disposé à présenter une telle demande. C'est bien là la question. C'est bien là la question. Alors, est-ce que cela ne leur paraît pas excessif, car le traité de l'ULM pourrait réellement devenir nul? Cela signifie donc que toute l'Union européenne perdrait, si cela arrivait, l'ensemble de ces mécanismes. Il faudrait rédiger un tout nouveau traité. Elle serait incapable d'agir. Et savoir si un État membre de l'ULM ferait cela. Bien sûr, ce n'est pas très probable. Je voulais simplement clarifier le principe. Donc en principe, l'Iran pourrait aussi présenter une telle demande. Il s'agissait en fait seulement de demander à la Cour internationale de justice de rendre un avis sur la jurisprudence qui prévaut actuellement et sur la véracité de l'affirmation de l'UIM. Mais pour cela, il ne serait pas nécessaire de trancher la question de la hiérarchie. Du point de vue de l'ONU, le droit de l'Union européenne est un droit international ordinaire et doit s'y conformer. L'ONU ne le dit simplement pas trop fort, car les États membres des Nations unies sont aussi de bons contributeurs, etc. Et on n'entre pas inutilement en confrontation. Je voulais encore dire quelque chose à propos des droits de l'homme de l'ONU. Il existe des rapporteurs spéciaux sur les droits de l'homme, généralement thématiques. Il y a aussi une rapporteuse spéciale sur les mesures unilatérales, voire par exemple les États-Unis, et sur les sanctions. Ces rapporteurs spéciaux peuvent également prendre position à court terme sur certains sujets. Il suffit de leur montrer toute la portée de la question, de l'effet de signal jusqu'aux personnes particulièrement concernées. Donc, Jacques Bot est quelqu'un pour qui cela convient parfaitement, et il vaudrait encore mieux en ajouter un ou deux autres. Et la probabilité qu'ils prennent position, ce qui aurait un fort impact diplomatique et psychologique, même si ce n'est pas juridique, n'est pas si faible. Le mieux est d'écrire à plusieurs rapporteurs spéciaux, y compris sur l'alimentation, le logement, tout ce qui touche aux droits particulièrement sensibles. Mais celui-ci est décisif, car c'est son domaine. Comment fait-on cela? Si vous parliez maintenant à Jacques Bot, cher Jacques, fais ceci. Eh bien, je dirais qu'il devrait déterminer quels droits humains universels sont, selon lui, concernés. De la liberté de circulation au droit d'être reconnu comme une personne juridique, en passant par la garantie d'un recours juridique, la protection de la propriété,
qui figure d'ailleurs dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que le droit à l'alimentation et au logement. Il faudrait ensuite présenter cela de manière appropriée et demander aux rapporteurs spéciaux, de préférence plusieurs, d'intervenir publiquement afin d'augmenter encore les chances de succès, en soulignant que les sanctions doivent être limitées de manière à être pleinement conformes aux droits humains. Cela aurait déjà un impact considérable sur la conscience publique. Nous avons déjà eu affaire aux rapporteurs spéciaux. Ils se sont déjà exprimés sur différentes questions, qu'il s'agisse de la violence policière contre les Gilets jaunes ou des mesures d'austérité de la Troïka. Et pendant la pandémie de Covid, ils se sont également exprimés, même s'ils étaient au début eux-mêmes sous le choc et mal informés. Donc, ils se sont déjà prononcés sur de nombreux sujets et ont fait ce qu'ils pouvaient pour encourager la modération. C'est quelque chose qui aide rapidement, qui apporte un soulagement immédiat, mais qui ne résout pas encore le problème. Ce sont en fait deux idées différentes, non? Celle du dos, assemblée plénière, demande d'expertise. La première méthode la plus dure est selon une méthode diplomatique. Ce qui est bien sûr absolument nécessaire, c'est de réagir dans le cadre juridique de l'Union européenne. À ce sujet, nous avons lu un ouvrage, également inspiré par le débat au sein des Neutrality Studies, un livre spécialisé de la Dr. Julia Bartmann, publié en 2011, Le régime de sanctions transnationales pour la lutte contre le financement du terrorisme. Elle y donne un aperçu de la jurisprudence jusqu'en 2011. À l'époque, la voie juridique passait toujours d'abord par le tribunal de première instance de l'UMLE, puis par la Cour de justice de l'Union européenne. Dans l'affaire Caddy, entre autres, il en est ressorti qu'au moment de la sanction, il n'était pas encore nécessaire de justifier pleinement la décision, mais qu'il fallait ensuite, au cours de la procédure judiciaire, en démontrer la légitimité. Mais un examen normal des droits de l'homme et des droits fondamentaux ne consiste pas seulement à déterminer s'il existe un objectif légitime permettant d'intervenir dans ces droits, mais aussi à vérifier si cette intervention est nécessaire, c'est-à-dire s'il n'existe pas de moyen plus doux pour atteindre le même but. Il faut un instant qu'elle soit nécessaire, qu'elle soit appropriée, qu'elle ne porte pas une atteinte excessive, notamment pas à l'essence même des droits fondamentaux ou des droits de l'homme. Et il faut encore qu'elle soit proportionnée, c'est-à-dire que l'objectif poursuivi soit suffisamment important pour justifier une telle ingérence. Et ici, face au récit russe ou au prétendu récit russe, une chose toute simple suffirait: publier une contre-déclaration particulièrement visible. Le fait d'avoir des vérificateurs de faits, ils existent déjà, et cela suffit. Et ici, il ne s'agit pas de terrorisme, où une action urgente est nécessaire, ni de soupçon de terrorisme, où il faut geler les avoirs de certaines personnes, mais de quelque chose qui ne présente aucun danger immédiat. Il aurait simplement fallu dire à propos de Jacques Beau: il s'exprime de manière critique. Nous mettons des vérificateurs de faits financés par l'État sur le coup, et pour tout ce qu'il dit de dérangeant, notre vérificateur publie une réponse, et nous veillons à ce que celle-ci soit aussi visible, voire plus visible, que Jacques Beau lui-même. Il n'aurait même pas été nécessaire de le sanctionner. Cela aurait été tout à fait. Mais nous craignons en réalité que le message porte sur toute autre chose. En effet, il s'agit, comme pour les personnes à la Cour pénale internationale, de faire en sorte que ces gens soient mis au pas de manière ciblée et avec un effet dissuasif pour les autres. Autrement dit, une ingérence dans les actions des employés de l'ONU. On intimide ces personnes pour intimider d'autres employés de l'ONU. Tout comme, dans l'ensemble du régime de sanctions,
au sein de cette idéologie hybride d'Europe centrale et orientale, on intimide un nombre limité de personnes afin d'en intimider une multitude d'autres susceptibles de reprendre les arguments russes. Ce qui rend le cas de Barbeau particulier, c'est qu'il peut aussi avoir un effet d'intimidation sur l'ONU elle-même. Einschüchterungswirkung auf die UNO haben kann. Ja, das ist sehr gut und sehr wichtig. Also Oui, ein prinzipielles c'est très bien Problem, was et wir très haben, important. ist diese Sanktionen, Donc, un problème die fondamental que Mechanismen nous avons, sind, c'est que ces sanctions sont un Leute instrument vor, die politique unlieb sind. pour s'en prendre à des Das sind personnes dann jugées aber indésirables. verschiedenste Et ensuite, il y a toutes Dinge, sortes die d'effets Sanktionen que ces tun. sanctions Sanktionen, produisent, Sanktionen. Eines c'est-à-dire la hat fonction Leute même des abzuschrecken, sanctions. den L'un d'eux consiste bien sûr à restreindre ces personnes, à remplir le prétexte, mais aussi à en dissuader d'autres, et ainsi de suite. Troisièmement, c'est aussi une manière pour l'UPML de montrer une fois de plus sa souveraineté. Moi, l'UPEL, je suis capable de désigner l'ennemi intérieur et de le faire d'une manière qui est certes légale, dans la mesure où il existe différentes parties du droit européen qui confèrent à l'exécutif, c'est-à-dire au Conseil de l'UPML, le pouvoir de le faire. Mais il contourne la voie judiciaire, qui devrait en principe être ouverte aux individus. Der eigentlich den Individuen offen stehen sollte. Also das ist das ganze Problem dabei. Jetzt eben die Frage, Voilà, c'est tout le problème. Maintenant, la question est, comment y faire face? Certains disent qu'on ne peut l'aborder que sur le plan politique. Mais si je vous comprends bien tous les deux, vous dites non. On peut tout à fait utiliser les institutions juridiques et de défense des droits humains existantes pour exercer une pression, afin d'amener l'UPME à infléchir sa position, ce qui, en fin de compte, reste une démarche politique. Bringen, hier einzulenken, was eigentlich ein politisches Vorgehen ist. Ja, Oui, donc le fait d'intenter une action en suivant la voie juridique de l'UPML est en tout cas nécessaire. Et ce qui est déterminant, c'est quel est le droit suprême au sein du droit de l'UPML. Tout n'est pas au même niveau. L'article 1 du traité sur l'Union européenne, l'article 51 du même traité, la déclaration 17 figurant dans les annexes et l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Le droit suprême, ce sont le traité sur l'Union européenne, UN, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la charte des droits fondamentaux de l'UPML, ainsi que l'ensemble des protocoles et déclarations annexés à ces traités. Ainsi, la charte des droits fondamentaux de l'UPML prime naturellement sur toutes les directives et tous les règlements européens. Et tout ce qui est entrepris sur la base de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit, selon la logique juridique de l'UPML, rester conforme à ce que permettent les droits fondamentaux de l'Union. innerhalb dessen machen, was die EU-Grundrechte erlauben. Die sind zwar zum Teil etwas lückenhaft, insbesondere die Elles sont certes en partie un peu lacunaires, notamment sur le plan social, mais on y trouve par exemple des droits tels que la dignité humaine, la vie, l'intégrité physique, la liberté d'expression, la liberté professionnelle, la liberté d'entreprendre, l'interdiction de la discrimination, la sécurité sociale, les soins de santé, l'accès aux services publics essentiels, la présomption d'innocence, l'interdiction du droit pénal rétroactif. Et à côté des droits fondamentaux de l'Union européenne, le traité de l'Union européenne prévoit aussi les libertés économiques fondamentales. Et là, la liberté de circulation des capitaux est fortement mise à mal. Et la présomption d'innocence, pourquoi celle-là? Und die Unschuldsvermutung, warum die? Es geht ja hier nicht Strafrecht, ja. Aber die Il ne s'agit pas ici de droit pénal, certes, mais leur intervention est plus grave que tout ce que le droit pénal permettrait jamais. Plus grave même que les dispositions pénales existantes concernant la propagande pour quelqu'un. Même si une personne commettait une incitation à la haine, elle irait peut-être en prison pour quelques années, mais elle ne serait pas totalement privée de tous ses moyens d'existence au point d'être livrée à la faim. Donc, c'est pire que tout ce que le droit pénal prévoit en matière de propagande. Et de ce fait, c'est aussi une interdiction de contourner le principe de non-rétroactivité du droit pénal. der Umgehung rückwirkenden Strafrechts auch. Und dass dieses Verbot rückwirkenden Strafrechts Et cette interdiction du droit pénal rétroactif existe dans de nombreux ordres constitutionnels. On la retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans le droit de l'Union européenne.
Et nous voyons justement une opportunité dans la voie juridique européenne. Mais il faut alors vraiment faire valoir tous les droits concernés pour peser de tout son poids. Et cet ouvrage spécialisé que nous avons lu en 2011 portait sur le financement du terrorisme. Ici, il ne s'agit toutefois que d'expressions d'opinion indésirables, pas de terrorisme. Il faut donc accorder beaucoup plus de place aux droits fondamentaux européens. Il est très important pour moi que personne ne laisse passer les délais. Nous ne connaissons pas les délais de recours. Nous ne les avons pas consultés. Il faut y prêter attention. Alors, ce qui peut aider rapidement, emprunter la voie juridique européenne, plus le rapporteur spécial de l'ONU, la référence, bien sûr, ce sont les droits humains de l'ONU, et comme mesure ultime au sein de l'UMOPIERBER, fixer des limites, même si cela avance lentement, et qu'il faut au moins un gouvernement assez courageux pour le faire. Ensuite se pose la question de savoir comment encadrer cela afin que le risque de nullité de l'acte européen soit nul. Nous voyons aussi ici des questions de droit pénal international. Ce serait la Cour pénale internationale. Mais il faudrait alors présenter toute une série de cas de personnes gravement touchées. Cela demande également un certain temps. Je pourrais volontiers l'expliquer. La question est de savoir s'il s'agit d'un crime contre l'humanité en raison du caractère systématique de l'action et jusqu'à quel point on intervient de manière inadmissible, c'est-à-dire trop profondément. Peut-être que nous n'allons pas entrer trop dans les détails, car ma question est plutôt la suivante. Comment mettons cela en pratique? J'aimerais profiter un peu de votre expérience pour savoir comment il faudrait procéder maintenant. Mais, pour faire court, il existe effectivement différentes voies, y compris éventuellement celle de la Cour pénale. Cela dit, peut-être vaut-il mieux la laisser de côté pour l'instant, car cette institution est actuellement un peu fragile. Non, ce n'est pas le cas. Seul un nombre limité d'États s'en sont retirés. D'autres expriment leur mécontentement. Et si l'on prend l'exemple de Gaza, lorsque de nombreux gouvernements veulent qu'une affaire soit poursuivie, ils font preuve de courage et acceptent même que les États-Unis prennent à leur égard des mesures unilatérales, de prétendues sanctions. La Cour pénale internationale est solidement établie et la majorité des pays, sauf en Asie, où elle ne compte que peu de membres, la soutient. Cela n'est donc pas vrai. La question du crime contre l'humanité se pose ici, une atteinte illégitime et profonde, en somme, aux droits humains. C'est précisément ce que recouvre la notion de persécution. Lorsque des personnes tombent gravement malades, c'est aussi une forme de crime contre l'humanité. Et lorsque des personnes meurent également. Et si cela provoque une souffrance psychique correspondante, cette mise en impuissance, cela peut aussi constituer une torture psychologique. Mais il faut alors prouver, soit que c'est à grande échelle, et il ne s'agit pas de masse de personnes sanctionnées, ce que je ne crois pas, soit que c'est systématique. Et ici, c'est un nombre limité de personnes qui est concerné, mais avec un effet immense. Cela a une portée symbolique énorme. On traite un nombre restreint de personnes, comme si elles étaient privées de droits. Et ce faisant, on fait peur à un nombre bien plus grand. Et là se pose bien sûr la question de l'élément subjectif. Approuve-t-il simplement ces sanctions sans réfléchir? C'est décidé au Conseil des ministres. Qui les conçoit? Sont-ils donc totalement inconscients que cela peut constituer un crime contre l'humanité? Alors, pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, là je mettrai un point d'interrogation. Mais de quel degré de conscience parle-t-on? Il n'est pas nécessaire de savoir que c'est punissable. Si l'on sait que, dans le cours ordinaire des choses, cela entraîne des conséquences aussi graves, produit un effet systématique et touche un certain nombre de personnes, de sorte que la systématicité est au moins remplie, alors se pose la question du crime contre l'humanité.
Mais il faut rassembler des cas, et seul compterait les personnes réellement touchées de manière sévère. Celui qui vit en dehors de l'UMMM et n'a pas de compte dans l'UMMM ne serait pas aussi durement touché qu'un Jacques Brault, qui a probablement son compte bancaire en Belgique, y vit et ne peut pas en sortir. Ou bien, n'est-ce pas Dogro, en tant que citoyen allemand, qui se retrouve maintenant dans une situation vraiment difficile en Allemagne, parce que cela dépend aussi de la manière dont l'Allemagne veut interpréter l'application des sanctions. Mais dites-moi donc, comment faudrait-il procéder maintenant, concrètement? Si vous deviez conseiller Jacopo ou Hussein Dogro, quelles 3 ou 4 mesures diriez-vous qu'il faut mettre en œuvre dès à présent? Commencez. Oui, commencez d'abord par tout ce qui peut être fait rapidement. Respectez les délais dans le cadre juridique de l'UMMM. Il faut bien préciser, il ne s'agit pas ici de financement du terrorisme, mais d'une opinion dérangeante. Il ne faut pas intervenir aussi profondément, et il faut faire valoir tous les droits fondamentaux de l'UMMM qui existent et qui peuvent le concerner. Appelleriez-vous un avocat ou faut-il en avoir 2 ou 3? Comment organiser tout cela pour ne pas se noyer sous le travail? Oui, d'un côté, il s'agit de respecter les délais, de fixer des limites dans le cadre juridique de l'UMMM. Nous avons déjà évoqué les arguments importants. Ici, il ne s'agit que d'opinions indésirables, pas de financement du terrorisme. Tout cela peut être traité par des droits de réponse, par des vérificateurs de faits. Alors, il aura des vérificateurs de faits pendant des années, et chaque fois qu'il publiera quelque chose, le vérificateur dira qu'il n'est pas d'accord. Et tout le monde s'en accommodera. Et d'un autre côté, le rapporteur spécial agit rapidement. Cela touche beaucoup l'opinion publique, les décideurs, les diplomates. Et ensuite, il faut lancer des appels pour recueillir suffisamment de cas afin de montrer la systématique que des gens sont pris pour cible. S'agissant précisément de l'infraction de crime contre l'humanité, celle-ci doit être d'une gravité comparable à d'autres domaines relevant de la compétence du tribunal pénal. Mais j'y vois déjà une certaine similitude. Il s'agit d'une forme d'exclusion comparable à l'apartheid, et de ce fait, le critère de gravité pourrait peut-être être rempli. Le point crucial serait plutôt de trouver suffisamment de cas de personnes disant « Oui, je veux que mon affaire soit portée devant la Cour pénale internationale ». 2 ou 3 ne suffiraient pas, même s'il s'agit de systématique et non d'action à grande échelle. Il faudrait en présenter un peu plus. Et si l'on fournit des statistiques sur le nombre de personnes sanctionnées, il faut alors présenter d'autant moins de cas individuels. Mais cela demande un certain temps de préparation, et cela a un énorme effet psychologique. Cependant, la Cour pénale internationale est connue pour la lenteur de son travail. La question de la recevabilité est toujours contestée. Faut-il d'abord épuiser les voies de recours nationales et ainsi de suite? Il faut alors démontrer que seule la Cour pénale internationale peut intervenir ici. Les autorités nationales de poursuite ne peuvent pas agir, soit à cause des immunités, soit parce que ce serait sans espoir. Ou bien l'affaire est d'une telle dimension internationale que la Cour doit s'en charger, car chaque autorité nationale ne pourrait en traiter qu'une partie. Il faudrait donc le justifier en conséquence. Mais le nombre de cas resterait encore gérable. Et à quelle vitesse on peut déposer une requête auprès de la CIJ? Tout dépend de l'existence d'un gouvernement courageux. Et il ne s'agit pas de rendre l'UEPM incapable d'agir. Il s'agit de délimiter cela de manière exhaustive sur la base de tous les droits humains concernés de l'ONU, afin que ce qu'on inflige aux gens ne produise pas l'effet recherché. Oui,
Tout doit être proportionné, bien sûr aussi par rapport à ce que l'on fait. En fin de compte, l'objectif devrait être de ne pas penser que l'avis de l'ONU doive imposer aux gens, qu'ils le veuillent ou non, un vérificateur de faits à leur côté. Et oui, je pense que ça devrait être l'objectif. Das, denke ich, sollte das Ziel sein. Alors, si je vous comprends bien, vous recommandez donc une stratégie en 3 volets, n'est-ce pas? Autrement dit, de la fonder sur 3 piliers. D'une part, en faisant appel aux rapporteurs spéciaux. D'autre part, en présentant ces cas sous forme d'une sorte d'action collective. Et troisièmement, en empruntant une voie politique. C'est ainsi que vous chercheriez à structurer les choses. Ce sont des plaintes individuelles déposées par des personnes concernées dans le cadre juridique de l'Union. Devant une cour pénale, on ne peut déposer que des dénonciations pénales, pas des plaintes. On n'y a pas la position de plaignant, car il s'agit du droit de la communauté internationale à poursuivre les crimes particulièrement graves. Et cela avance plutôt lentement, ce qui en revanche produit des effets rapides, et où il faut veiller à ne pas manquer les délais, se situe précisément dans le cadre juridique de l'UMRMM. Ce sont les rapports spéciaux, destinés à envoyer rapidement des signaux, à déclencher rapidement des rapports pénaux. Le reste dépend du moment où l'on réunit les dossiers nécessaires pour une dénonciation pénale. Et puis se pose encore la question de la nullité ou d'un avis consultatif de la CIJ. Quand trouvera-t-on un gouvernement ayant le courage de poser cette question? Cela peut aussi se faire par la voie diplomatique, selon l'idée suivante. Voici l'occasion. Nous n'avons rien contre l'UPMember, mais il faut aussi freiner l'UPMember pour que ces sanctions restent dans un cadre humain. Il est simplement important d'en être conscient, car, selon la personne à qui l'on pose la question, on entend aussi l'avis selon lequel les personnes concernées par les sanctions peuvent se défendre dans le cadre de l'Union européenne. Ma vocation est vraie. Alustit est très proprement la Suisse. Ja, mit der Volksabstimmung, auch wenn die lange braucht. Par le référendum, même si cela prend beaucoup de temps. Non, cela dure vraiment très longtemps. Et en Suisse, il y a encore cette particularité que les initiatives populaires, lorsqu'elles sont déposées sous forme d'initiative, aboutissent finalement à une modification de la Constitution. Autrement dit, il serait inscrit dans la Constitution suisse que cette demande doit être présentée à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc non, ce serait une voie très brutale pour y parvenir. Mais il est bon de prendre conscience de tout ce qu'on pourrait faire si l'on avait assez d'élan pour cela. Y a-t-il encore quelque chose concernant ces sanctions que nous n'avons pas encore abordé concrètement? Quelque chose que vous pensez qu'il faudrait encore mettre sur la table? Je pense que le travail de sensibilisation est essentiel. Il s'agit de montrer quels droits sont violés, et il n'est pas nécessaire d'attendre les rapporteurs spéciaux pour cela. Il existe aussi de nombreux médias alternatifs. Il est important que nous n'adoptions pas une approche moralisatrice. Nous ne sommes plus au XIXe siècle. Nous disposons désormais de nombreux droits humains, et vraiment connaître ces droits donne beaucoup plus de poids aux arguments que l'on avance, à la manière dont on est concerné. Et si Jacques Pott et les personnes qui le soutiennent mentionnent également ces droits humains, dans l'email que nous avons envoyé, nous avons aussi précisé quels droits humains nous estimons violés. Et ce serait formidable si Jacques Pott et d'autres personnes concernées pouvaient examiner ces arguments et les intégrer dans leur propre argumentation qu'ils transmettent ensuite à leurs avocats. Cela signifie que, pour la communication publique, il est vraiment essentiel de mentionner les articles précis et les noms des droits. Cela donne simplement un poids supplémentaire aux arguments factuels que l'on avance. Nous voyons là de nombreux exemples positifs. Et il ne s'agit pas d'atteindre parfaitement chaque citoyen ordinaire. Les gens peuvent aussi se dépasser un peu. Ce n'est pas grave s'ils doivent l'apprendre. Après tout,
Ces droits existent. Nicht schlimm, wenn die das auch lernen. Ach, die Rechte gibt's auch und dann nehmen die sich auch mal ein Buch in die Hand oder gucken im Internet. Et puis, ils prennent aussi un livre en main ou regardent sur Internet quels sont leurs droits. Et si cela devient une habitude culturelle dans notre société, si quelqu'un veut faire valoir quelque chose à sa manière, s'il dit « Voilà, je considère que tels et tels droits sont de mon côté », alors tout le monde se traite avec plus de soin et de respect. Nous ne devrions pas sous-estimer la capacité d'apprentissage de la population en général. Il s'agit aussi de la stimuler un peu intellectuellement, et c'est pourquoi cela devrait faire partie de l'argumentation. Chaque communiqué de presse, tout ce qui est dit, la manière dont les choses se passent pour eux, toujours y inclure « Quels droits estime-t-on violés ?» Welche Rechte sieht man da verletzt? Das ist ganz entscheidend. C'est absolument décisif. Et cela a un immense effet multiplicateur. De nombreuses personnes qui pensaient jusqu'ici qu'elles ne pouvaient rien faire se surpassent parce qu'elles savent désormais qu'elles disposent de tels ou tels droits. C'est aussi très important pour le travail de communication en amont. Cela accroît la pression publique lorsqu'on engage ensuite des démarches juridiques. Mais il est essentiel de ne manquer aucun délai dans le cadre juridique européen et de s'adresser aux rapporteurs spéciaux, de tout intégrer dans la communication publique afin de garder soi-même la maîtrise du calendrier. Und man sollte nicht unterschätzen, Et il ne faut pas sous-estimer que lorsqu'on met en scène un tel référendum, cette simple mise en scène suscitera déjà beaucoup d'émotions en Europe. also an Emotionen aufwirbeln wird in Europa. Ja, nein, also wir haben, nur zu sagen, bei den Nous avons eu un cas où, en quelque sorte, une seule personne a déclaré vouloir interdire l'écornage des vaches, car cela porterait atteinte aux droits des animaux ou nuirait aux vaches. Et il a presque réussi à faire passer sa proposition. Elle a failli être acceptée. Les résultats étaient serrés. 52 ou 53 contre 47 ou 48. Donc en Suisse, on peut effectivement soumettre au peuple des propositions assez inhabituelles, à condition de s'y investir suffisamment. Je ne veux absolument pas minimiser cela. C'est une voie qui existe. Das ist ein Weg, den es gibt. Ich möchte nur für die Leute vor allem, die im Moment in Je voudrais simplement dire, pour ceux qui en ce moment, dans nos cercles, deviennent sans cesse pessimistes et affirment « Le droit international n'a plus aucune validité, tout est perdu, génocide à Gaza, etc. » qu'il faut rappeler ceci. Oui, il y a un génocide à Gaza, et le droit international échoue, mais il existe aussi des moments où il fonctionne. L'histoire des droits humains est celle de la revendication de ces droits et de la progression de leur reconnaissance juridique. Et cette avancée est tout sauf morte. Simplement pour dire que cette fois, nous sommes engagés dans une discussion pleine d'espoir sur ce qu'il est possible de faire. Ja, was ganz wichtig ist, Oui, ce qui est très important, c'est qui décide si quelque chose devient invalide, et ainsi de suite. Il existe en effet cette notion de jus cogens, c'est-à-dire du droit international impératif. Celui-ci se développe d'une part par écrit, c'est-à-dire dans les traités, et tout dépend du fait qu'une large majorité, idéalement même un consensus entre tous les États, tous les gouvernements, considère que cela est valable et contraignant. Par exemple, les privilèges accordés aux diplomates. Il existe aujourd'hui une convention à ce sujet, mais auparavant, ça n'était pas écrit, donc pas inscrit dans un traité international. Et pourtant, tout le monde le faisait. C'était du droit coutumier international, parce que tous disaient « oui, c'est aussi du jus cogens et du droit international impératif ». Et nous le pratiquons ainsi par habitude. Oui, et l'interdiction de la torture, et ainsi de suite. Oui, exactement. Oui, et maintenant, par exemple. Et maintenant, quand certaines personnes disent que lorsqu'un État puissant enfreint quelque chose, ou qu'un nombre limité d'États enfreignent quelque chose, par exemple l'interdiction de la guerre d'agression, ou l'interdiction des crimes contre l'humanité ou du génocide parce que tant de civils meurent à Gaza, personne n'a encore été condamné. Mais il y a des soupçons, voire des mandats d'arrêt.
Cela ne fait pas disparaître les règles pour autant. Exactement. Dans la vie quotidienne, si l'on est témoin d'un braquage de banque, on ne dirait pas non plus « Ah, quelqu'un s'est fait tirer dessus ». On ne dirait pas « Mon Dieu », alors le droit de propriété et le droit à la vie n'existent plus. Jetzt sind das Recht auf Eigentum und das Recht auf Leben weg. Diese Rechte gibt's nicht mehr. Nee, der hat jemand gebrochen. Ces droits n'existent plus? Non, quelqu'un les a violés. Si l'on estime que quelque chose n'est plus du jus cogens, on ne peut le déterminer scientifiquement qu'en écrivant à tous les gouvernements du monde. Et si une très large majorité répond « Non, nous ne considérons plus cela comme du droit international impératif. Nous ne nous sentons plus liés par cela. » Et pour la Charte des Nations Unies, qui est aussi un traité, si tous la dénonçaient, je n'ai encore vu aucune dénonciation. Personne n'en est sorti volontairement. Alors pourquoi cela serait-il invalide? Ce sont plutôt des gens qui veulent instaurer autre chose. Depuis la fondation de l'ONU, nous avons toujours connu la rivalité entre, d'un côté, les Nations Unies, c'est-à-dire l'endroit où prévaut en principe l'égalité souveraine des États selon Kant. Même si, bien sûr, au Conseil de sécurité, les équilibres sont quelque peu inégaux afin que les puissances nucléaires, du moins les grandes, soient toujours contraintes de se parler pour qu'il n'y ait pas à nouveau de guerre mondiale. Et, d'un autre côté, ceux qui veulent détourner l'ONU pour en faire un gouvernement mondial. Ces derniers ont heureusement toujours été minoritaires, et les tentatives en ce sens ont sans cesse été repoussées. Plus récemment encore, lors de la tentative d'habiliter l'ONU dans le cadre du règlement sanitaire international, ce qui aurait constitué un pas vers un ministère mondial de la santé de l'OMS, ce qui, heureusement, a pu être évité. Ces personnes ont, fort heureusement, toujours été en minorité. Ou ce choc, donc. Donc, quand des États sont mis sous le choc, donc l'ONU, donc le secrétaire général de l'ONU, oui, en 2024, lorsque cette autorisation en caoutchouc devait être adoptée, le Venezuela a joué un rôle déterminant pour que la formulation de la résolution de l'Assemblée générale soit adoucie. À plusieurs reprises, des personnes sont restées vigilantes et ont empêché que l'ONU soit utilisée comme instrument d'un gouvernement mondial. Et maintenant, bien sûr, il y a de nouveau des gens qui veulent aller dans cette direction, vers un gouvernement mondial qui dénonce des dysfonctionnements et affirme que tout cela est discrédité, qu'il faut créer quelque chose de nouveau. Ou encore, ceux qui veulent faire la guerre parce que l'ONU leur fait obstacle. C'est incroyable. Je dirais que les gens qui échouent là sont ceux qui occupent un petit poste et manquent de courage. Il faudrait des héros à ces places, des personnes qui connaissent les règles et disent « Moi je me tiens là, prêt à les défendre de ma vie » et qui ne se laissent intimider par rien ni personne, ni par un scélérat, ni par le diable. Mais parfois, certains sont distraits ou trop craintifs. Cela ne rend pas la loi pour autant invalide. Et il faut y mettre des gens plus courageux et plus intelligents. Exactement. Et le fait demeure qu'une majorité d'États, tout simplement, ne participent pas à ce genre de choses. On ne se débarrasse pas du droit international parce que certains États le violent. On ne fait que le violer, tout simplement. Et ce que nous devons découvrir ensemble au cours des 50, 60, 100 ou 150 prochaines années, c'est comment façonner le droit international de manière à ce qu'il puisse réellement être appliqué. Mais nous y travaillons, et je tiens à vous remercier très sincèrement tous les deux d'avoir expliqué pendant 1 heure comment on pourrait aborder cette question des sanctions du point de vue des droits humains. Pour les personnes qui souhaitent lire davantage de vos travaux, où devraient-elles se tourner? Ce que nous avons dit aujourd'hui n'a pas encore été publié sur un site web. Nous avons un blog
où nous avons rédigé des articles. Il s'est un peu endormi, car nous nous sommes aussi occupés du Covid, ce qui a pris beaucoup de temps. Le blog s'appelle Unser Politik Blog. Nous y avons également interviewé des personnalités connues. Si l'on veut voir la qualité de notre engagement, même si c'était sur un autre sujet, cela permet de se faire une idée. Sur le site zeavv.com, dans la rubrique ONU, il y a en anglais ce rapport parallèle. On peut y voir que nous en avons rédigé l'essentiel, sauf les parties où l'on remarque qu'elles proviennent d'autres personnes. À l'ONU, on peut aussi le constater au sein du comité du pacte social de l'ONU. C'est ce qui a été soumis là-bas, et cela montre la qualité de notre engagement. Envoyez-moi donc, s'il vous plaît, les liens vers ces documents afin que je puisse les insérer dans la description de cette vidéo. Et restons en contact. Et pour les personnes qui souhaitent entrer en contact avec vous, je peux aussi faire le lien. Nous en sommes déjà à 1 heure. Alors, un grand merci pour cet aperçu, chère Sarah Lucia Hassel-Reusing et cher Volker Reusing. Un grand merci de nous avoir permis d'être ici. C'est un honneur pour nous. Ja.